Un mot peut-être du point de vue CICR? Oui, effectivement, je crois que c'est des problématiques différentes, mais je crois que ce qui reste constant, c'est que toutes les conséquences de la guerre civile, puisqu'il ne faut plus parler de guerre du Biafra au Nigeria, c'est politiquement incorrect, la guerre civile, aucune des raisons qui ont poussé le pays à la guerre et aucune des conséquences de la victoire des forces fédérales n'a permis de trouver une solution aux problèmes de fond qui existent au Nigeria. Et aujourd'hui, on assiste au nord-est à un sentiment de vengeance de certaines parties de la population, de certaines parties du Nigeria, qui disent ouvertement, y compris d'hommes politiques, que finalement aujourd'hui c'est le temps pour les nordistes de payer la monnaie de la pièce de ce qui s'est passé dans les années 60. Il y a 4 décennies, si vous me permettez, pas 3. Il y a 4 décennies. Donc, 67-70. Voilà. Donc aujourd'hui, le Nigeria se trouve à la croisée des chemins, parce que le Nigeria est un pays qui est construit sur une notion qui est très sophistiquée, il ne faut pas se tromper, c'est un mélange d'autorités politiques, religieuses, civiles, traditionnelles, et malheureusement aujourd'hui le Nigeria n'arrive plus à utiliser le même type de gouvernance, le même type de pouvoir qui est très diversifié, en affrontant des situations comme celle qui prévaut au nord-est. Mais on peut aussi bouger du nord-est. Marc-Antoine connaît ce qu'on appelle le Middle Belt, où il y a des clashs communautaires entre éleveurs de bétail et agriculteurs qui existent depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui ont des conséquences bien plus dramatiques que ça en avait il y a 10 ans, par exemple, parce qu'il y a une pression démographique, il y a une inégalité des chances des citoyens nigérians par rapport à l'accès à la propriété, par rapport à l'accès à la terre. Le dénominateur commun, ce n'est pas la religion, c'est la distribution des ressources. C'est ça, le nerf de la guerre. Priscilla Sajati, on va maintenant se pencher peut-être plus précisément sur Boko Haram en tant que tel. Vous aurez la parole dans 2 secondes, Marc-Antoine. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de Boko Haram? Si on devait dresser un portrait de Boko Haram, c'est quoi? C'est du terrorisme, c'est une secte, c'est un groupe? Comment le qualifie-t-on? Je pense que c'est une erreur de vouloir absolument qualifier ce groupe, parce que c'est une entité à part entière qui est différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Certes, il a recours à des techniques que peuvent utiliser les groupes terroristes comme AQMI, etc. Donc il a recours aux attentats suicides et ce genre de mode opératoire qui est propre aux groupes terroristes, mais en même temps, il a un agenda qui reste purement nigérian. Il ne s'inscrit absolument pas dans un djihad, que ce soit régional ou international. Il peut partager l'idéologie de groupes comme Al-Qaïda, mais au-delà de ça, toute son action reste au Nigeria, dirigée contre l'État nigérian et contre des cibles nigérianes, mis à part un attentat contre le siège de l'ONU à Abuja. C'est la seule attaque vraiment dirigée contre des intérêts occidentaux, excepté également les kidnappings qu'il y a pu avoir des Français notamment. Mais encore une fois, c'était plus, à mon avis, le fait de groupes criminels qui opéraient dans le nord-est du Cameroun à ce moment-là et qui ensuite ont coopéré avec Boko Haram plutôt qu'une véritable initiative même de Boko Haram, une politique propre de Boko Haram. Boko Haram n'a pas développé une industrie du kidnapping comme a pu le faire Hakim, par exemple. Donc voilà, ça reste quand même un groupe nigérian ancré au Nigeria avec une politique vraiment adressée contre l'État nigérian, même s'il y a des débordements dans les pays voisins. Marc-Antoine, qui voulait aussi d'ailleurs répondre aussi, poursuivre oui, sur ce qui a été dit. Un peu beaucoup, mais c'est encore une autre différence avec le Biafra. C'est que les rebelles biafrais, c'était quand même un mouvement structuré avec une chaîne de commandement. Depuis que la police a exécuté, sans autre forme de procès, le leader de la secte Boko Haram, Mohamed Youssouf, en 2009, c'est un mouvement complètement amorphe, très fragmenté. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la chaîne de commandement qui permettait de parler à un chef du Tando-Djokou et de la rébellion du Biafra. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est que Boko Haram, c'est d'abord une guerre à l'intérieur de l'islam. C'est une dissidence d'un mouvement salafi et qui veut appliquer d'une certaine manière la charia. Et c'est ça, leur but politique essentiel. Avec effectivement un discours récurrent qu'on voit chez beaucoup de salafistes, sans forcément que ça dérive vers la violence, qui est de dire que la charia, c'est une loi divine, donc elle ne peut pas être placée sous l'autorité d'une constitution écrite par les hommes. D'où une demande de changement de régime, en réalité, puis instauration d'un califat. Donc c'est
une guerre à l'intérieur de l'islam entre les Izala, qui sont les salafistes d'inspiration saoudienne au Nigeria, et puis Boko Haram, et non pas tant, ou alors, j'ai envie de dire presque accessoirement, seulement depuis 2010, alors que le groupe existe depuis le début des années 2000, une guerre contre les chrétiens. Parce que là, il y a aussi une déformation médiatique, et l'affaire des filles de Chibok a participé de cette déformation médiatique, qui renvoie à l'idée d'un clash de civilisation entre le nord musulman du Nigeria et le sud à dominante chrétienne, qui étaient des choses qu'on revoyait d'ailleurs sur l'histoire du Biafra. On a fait une étude avec notre groupe de recherche, la nigeriawatch.org, après l'affaire de Chibok. Quand Boko Haram attaque des musulmans, ce n'est pas rapporté, il y a 0% qui reparaît dans la presse internationale. Quand c'est des attaques contre les chrétiens, c'est 100%. Donc ici, en France, on a l'impression que Boko Haram, c'est essentiellement un mouvement anti-chrétien. Oui, ils attaquent des chrétiens, mais on estime que 2/3 de leurs victimes seraient musulmanes, et c'est d'abord une guerre à l'intérieur de l'islam. Et l'autre chose qui me paraît extrêmement important de noter, c'est qu'effectivement, au départ, quel que soit le qualificatif qu'on veut aujourd'hui donner à Boko Haram, un mouvement terroriste, une guérilla, au départ, c'est bien une secte. Ça, c'est sûr, dans la genèse du mouvement. Donc ça veut dire, si c'est une secte, c'est qu'il n'y a pas que des combattants dans ce mouvement. Il y a aussi des femmes, il y a aussi des enfants. Et d'ailleurs, quand les filles de Chibok ont été enlevées, on n'a montré qu'un extrait de la vidéo, mais la vidéo est beaucoup plus longue, la vidéo de Chekao, et dedans, ils demandent la libération des femmes de Boko Haram qui sont enfermées un peu dans toutes les prisons du Nigeria. Donc je crois que c'est important aussi de comprendre qu'il y a quand même, encore aujourd'hui, aussi faramineux que cela puisse paraître, il y a encore un soutien, une base sociale dans Boko Haram. Et il est important aussi de comprendre que l'armée, notamment dans les années 2009 et 2002, a été un des principaux agents recruteurs de Boko Haram, parce que par les massacres et par les atrocités que l'armée commettait, les gens allaient se réfugier dans les bras de Boko Haram, pas parce qu'ils adhéraient à la doctrine, mais pour fuir les exactions de l'armée. Donc il y a des gens qui sont au sein de cette secte, qui ne sont pas tous des combattants. Et ça, je crois que c'est important aussi de le prendre en compte. Oui, allez-y. Oui, je pense que ce qui est aussi important, c'est de garder en tête que le mouvement est en continuelle évolution et son mode opératoire change constamment en fonction du contexte. Ce qui fait que, enfin, à ses débuts, la secte n'était pas du tout violente. La violence est venue après. Enfin, les autorités ont commencé à réprimer le mouvement. Il y a eu la grosse répression de 2009. C'est à partir de là que les membres se sont repliés dans les pays voisins. Ils sont revenus en force et sont devenus violents, véritablement violents à ce moment-là. Ils attaquaient tout d'abord des symboles du gouvernement. Par la suite, ils se sont mis à attaquer des chrétiens, des musulmans qui s'opposaient à eux. Et depuis l'état d'urgence de mai 2013, ils sont devenus encore plus violents et rasent des villages entiers. Donc leur mode opératoire est en évolution constante. Et même au niveau de leur dynamique, on peut voir que depuis l'état d'urgence, ils occupaient tout d'abord les centres urbains. Ils se sont retirés dans les zones rurales parce que les centres urbains étaient alors occupés par l'armée. Ils se sont ensuite dirigés vers Abuja et ont commencé à mener des attaques à Abuja. C'est à ce moment-là que l'armée a remis une couche dans le nord-est. Donc les combats se sont de nouveau reconcentrés sur le nord-est. Et maintenant, ils sont dans une dynamique où ils ont commencé à occuper des territoires alors qu'ils étaient dans une phase de guérilla. Donc le mouvement change constamment. Il change aussi au niveau de sa gouvernance aussi, non ? La gouvernance même du mouvement est pour le moins fluctuante. On en parlera tout à l'heure. Pardon. Zoran Jovanovic. Je voulais juste réagir à quelque chose qui a été dit. Chekao a proféré les premières menaces contre les écoles en 2012. En 2012, il a dit dans un message vidéo que si les autorités continuaient de s'en prendre à leurs écoles, parce que Boko Haram contrôlait des écoles de manière tout à fait transparente, à Borno jusqu'en 2009, qu'eux allaient faire la même chose. C'est la première chose. La deuxième chose, depuis l'état d'urgence qui a été instauré par le président en mai 2013, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. C'est la création de ces civils, de ces brigades d'autodéfense civile. Si vous regardez aujourd'hui la carte de Borno, et si vous regardez quels sont les villages qui ont été, comme le disait Marc-Antoine, détruits, brûlés, incendiés, ravagés, ce sont tous des villages qui ont dû, pour une raison ou pour une autre, créer ce qu'on appelle les Civilian Joint Task Force, c'est le nom qu'on leur a donné, mais qui en fait dépendent d'une
d'une structure qui s'appelle les Borno Youth Vigilante Groups, qui sont les véritables ennemis de Boko Haram, parce que ce sont des gens qui viennent des mêmes quartiers, des mêmes villages. Certains d'entre eux étaient des combattants de Boko Haram avant de changer de camp. Et finalement, la brutalité, évidemment qu'on ne justifie pas, mais qu'on essaye de comprendre, la brutalité redoublée de Boko Haram depuis 2013 est principalement liée à l'émergence de ces groupes d'autodéfense qui ont réussi à pousser Boko Haram en dehors de Maïdougouri. Moi, quand je suis arrivé en 2010, la première fois à Maïdougouri, il y avait des quartiers où le premier checkpoint était militaire et le deuxième, c'était des gens du groupe qui contrôlaient. Et aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Donc, ils ont gagné les zones rurales et dans les zones rurales, ils ont réussi à profiter d'une faiblesse structurelle de toute forme d'autorité qui existe au nord-est. Laurent Viguier, alors, vu du MAE, comment est-ce qu'on caractériserait Boko Haram ? Je ne peux qu'être d'accord avec les experts qui se sont exprimés avant moi. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Boko Haram, qui a une base sectaire, est une nébuleuse et a entraîné à sa suite un certain nombre de combattants qui sont plus ou moins convaincus de l'idéologie de Boko Haram. Ce qu'on peut estimer, c'est que dans les troupes combattantes de Boko Haram, on trouve aujourd'hui autant des fanatiques religieux, pour schématiser et caricaturer, que des brigands qui opèrent comme ceux qui vont prendre des otages au nord du Cameroun, pas que des Français malheureusement, enfin pas des Français et pas que des Français, et puis qu'il y a aussi des malgré nous. Boko Haram aujourd'hui a un contrôle d'une partie du territoire du Borno qui fait qu'il est difficile d'échapper à cette pression pour un certain nombre d'habitants de la région. Et ensuite sur le plan des buts de guerre de Boko Haram, je crois que c'est important de souligner encore une fois que effectivement, comme l'a dit Marc-Antoine, les musulmans sont la cible. Que bien plus que ne peuvent l'être des chrétiens, que c'est vraiment une volonté de redresser par la force un peu la pratique de l'islam au Nigeria, et qu'il y a une volonté fondamentaliste de ce point de vue-là nigériane, avec une ambition de faire tomber un État qui ne peut se subsumer qui doit être sous le contrôle de la loi divine, selon les préceptes de Mohamed Youssouf d'abord, et puis de Cheikh Ao aujourd'hui. Ronnie Broman, quel portrait faire de Boko Haram de votre point de vue ? Moi, je ne me sens pas capable de le faire. Il y a ici des gens qui ont travaillé, qui ont une expérience de terrain. Moi, je n'ai ni travaillé sur cette question, ni eu l'occasion d'en avoir une expérience de terrain. Donc je me garderai bien de donner un profil. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit et j'ai rien à ajouter là-dessus, sauf une remarque, mais tout à fait latérale, qui ne concerne pas directement Boko Haram, mais qui m'est venue à l'esprit en écoutant certains moments des interventions précédentes, à savoir le caractère, disons, partiellement réactif de la violence de Boko Haram. Et ça me frappe parce que je constate depuis, disons, les années 80, qui ont été de grands moments d'intervention militaire, d'usage, disons, qu'on aurait voulu vertueux de la violence. Rétablir l'ordre, rétablir un pouvoir légitime, ôter un dictateur pour mettre en place un pouvoir plus démocratique, obliger un pays envahisseur à se retirer d'un autre, lutter contre une vague potentiellement islamiste comme la guerre Iran-Irak, etc. L'agression irakienne contre l'Iran. Bref, on a un grand nombre de conflits, Afghanistan, Liban, Iran, Irak, Koweït, etc., dont on voit aujourd'hui les conséquences lointaines, les phénomènes de radicalisation qu'ils ont entraînés. Et c'est quelque chose qui me frappe. Moi, ce n'est pas du tout un plaidoyer pacifiste. Je pense que malheureusement, il y a des moments où la violence devient une nécessité et plus un choix. Mais il y a eu un grand nombre de guerres de choix qui ont été menées avec l'illusion qu'elles allaient devenir vertueuses. Et au fond, la répression contre Boko Haram relève d'une certaine manière de ce genre de conflit. Et le résultat, on le voit, c'est une espèce de spirale de violence, un processus de radicalisation sans fin dont je pense
il nous faut tenir compte. Imaginons ce que serait le monde si les interventions des années 80 n'avaient pas eu lieu aujourd'hui au Liban, en Afghanistan, etc. Il aurait une autre allure, peut-être plus sympathique.